présentation des projets pour lesquels les animateurs, animatrices pouvaient être présents aujourd'hui. Donc, on a avec nous la commune de Saint-Joseph qui va nous présenter son projet, l'association Génération 2. Et normalement, va nous rejoindre aussi le département du Val-de-Marne, on l'espère, sauf s'ils ont eu un empêchement. Donc, est-ce que la commune de Saint-Joseph, je vais rappeler pour quel projet ils ont été récompensés, donc pour lequel ils ont reçu un prix ANACEJ, un projet qui s'appelle Histoires longtemps, mais ils vont vous expliquer un peu le sens de ce nom, avec des jeunes de 11 à 25 ans qui ont reçu un prix de catégorie engagement. Et je les laisse en 5 minutes, dans un premier temps, nous présenter ce projet. Donc, longtemps, c'est un projet intergénérationnel et il s'agit d'une collecte de mémoire. En fait, ce projet est né d'un appel à projet de la des territoires qui s'intitulait Numérique inclusif, numérique éducatif. Et nous, la commune de Saint-Joseph, on avait porté un projet qu'on avait nommé Trouver sa voie et créer du lien par le numérique. Et il y avait plusieurs axes dans ce projet, comme l'orientation par le numérique, mais aussi l'intergénérationnel par le numérique. Donc, l'intergénérationnel par le numérique, ça s'est déroulé en deux phases. On a eu une première phase où les jeunes ont accueilli des personnes âgées pour les apprendre à utiliser l'outil numérique. Et c'était au besoin de la personne. Ça pouvait être utilisé Messenger, télécharger une partition de musique, regarder ses papiers sur Internet. Enfin, voilà. Donc, tout dépendait de la demande de la personne âgée. On a eu aussi des jeunes étudiants en job étudiant à la médiathèque qui étaient disponibles les samedis pour accueillir les personnes âgées. Donc voilà. Donc on le faisait au village Bouger Jeunesse ou à la médiathèque. Et en contrepartie, ben, il y a eu la collecte de mémoire. C'était un projet gagnant-gagnant, on va dire. Donc les jeunes ont appris le numérique aux personnes âgées et les personnes âgées ont transmis leurs histoires de leur vie à La Réunion. Et donc, nous, quand on parle d'avant, on dit dans le temps de longtemps, en fait, en créole. Donc, d'où pourquoi on a appelé cette collecte de mémoire Histoires longtemps. Donc, les jeunes ont été formés à la collecte de mémoire par des journalistes et on a programmé des rendez-vous. On a fait un partenariat avec l'habitat inclusif du CCAS. Donc, on avait des personnes âgées qui étaient en habitat inclusif, mais aussi, on avait aussi des personnes âgées lambda qui étaient volontaires pour parler de leur vie. Et donc, on a fixé des rendez-vous. Un animateur accompagné de deux jeunes se rendait au domicile de la personne âgée pour lui poser des questions en mode interview. Et on a été super bien accueillis. Les histoires étaient très touchantes. Et que dire d'autre? Donc, on a fait de base, l'idée c'était numérique, donc on devait faire un e-book. Mais au vu de l'engouement du projet, on a aussi imprimé 50, 50 magazines de cette collecte de mémoire. D'ailleurs, vous allez recevoir dans les jours qui viennent là un modèle que Kéran et Mathieu vous transmettra lors de Liégeum. Ouais. Et donc voilà. Tu veux dire quelque chose? Non, bah, moi franchement j'ai très bien aimé ce projet. C'était un projet super parce que bah, ça nous permet de s'intégrer un peu dans ce qui s'est passé avant, de s'informer aussi, d'avoir un peu plus
de connaissances, en fait. Et surtout, bah, de montrer à ces personnes-là, les anciennes générations, qu'on pense quand même à eux. Enfin, malgré que c'est du passé, on pense quand même à eux. On pense quand même à ce qu'ils ont fait. C'est quand même une belle collecte de mémoire. Du coup, voilà. Et puis, bah, du coup, comme ma collègue l'a dit, moi, du coup, j'étais présente avec les jeunes en tant qu'animatrice, présente, du coup, pour les entretiens. Et on a vraiment vu l'évolution des jeunes, quand ils étaient en formation et puis réellement en tant que, bah, intervieweur. Et après, il y a eu cette phase aussi de restitution, dans les magazines. Non, il y a eu un très beau parcours mené de projet, hein, de A à Z qui s'est finalisé par une restitution collective avec bah, les seniors et les jeunes. Et c'était un moment très émouvant où les seniors étaient fiers d'eux, d'avoir pu exprimer, bah, rendre acte de leur vie d'antan, et les jeunes, eux aussi, fiers hein, d'avoir pu bah, justement être, bah, de sauvegarder ce patrimoine hein, de Saint-Joseph. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation rapide. Est-ce qu'il y a quelques questions déjà des participants? Est-ce que vous avez des compléments d'infos nécessaires? Alors moi j'ai quelques questions du coup. Nous on en a parce qu'on a vu ce projet nous a beaucoup plu effectivement pour plusieurs raisons. On va y venir. Déjà vous pouvez nous rappeler l'âge, la tranche d'âge des jeunes qui ont participé au projet? On est sur un âge compris entre 12 et 25 ans. 5 ans. Parce que dans ce projet, on a eu des jeunes conseillers municipaux, des collégiens et des lycéens et des étudiants. Mm. Mais on a eu aussi des jeunes en mission de service civique et on a également eu aussi des étudiants et des demandeurs d'emploi. D'accord. Donc un public plus large du coup que celui avec lequel vous travaillez d'habitude, qui se sont raccrochés au projet parce que le sujet les intéressait? Oui, alors dans notre base de jeunes en mission de service civique au sein de la collectivité, hein, commune, cases des écoles et CCAS, on avait repéré des profils qui étaient très intéressés par l'écriture. D'accord. Donc, ces jeunes-là se sont facilement raccrochés à notre projet. On a aussi ciblé des jeunes qui étaient en mission de service civique au sein des habitats inclusifs et qui étaient sur des actions intergénérationnelles. Et puis, les jeunes demandeurs d'emploi, parce que nous, notre service, on s'occupe aussi d'accompagner les jeunes dans leur projet d'insertion. Mhm. Donc, selon la disponibilité des jeunes à ce moment-là et de leur envie de participer à ce projet, ils se sont inscrits au projet. Voilà. Et puis, les étudiants, par le biais du job étudiant médiathèque. D'accord, donc ça c'est intéressant. Et est-ce que ce projet du coup a permis de développer des liens avec ces autres jeunes avec lesquels vous êtes moins habituellement dans des actions de participation? Oui, c'était plutôt fluide. Euh, C'était des jeunes engagés, de toute façon. Donc, on s'échangeait via les réseaux sociaux, mail. Et puis, ils étaient autonomes aussi, hein, parce que ceux qui avaient plus de 18 ans, c'était à eux de prendre rendez-vous avec les personnes âgées. Ils se rendaient de manière autonome chez les personnes D'accord. âgées. Et puis, ils ont tout fait de A à Z, hein, la restitution de la collecte de mémoire. Donc voilà. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, ils sont tous fiers d'avoir remporté ce prix. Donc voilà. Oui, parce qu'ils sont nombreux en plus. Vous pouvez nous rappeler, je ne sais plus combien ils ont été à participer. Ça a été à peu près Et combien d'enfants et de jeunes qui ont participé du coup au projet? on a eu 10 jeunes et 9 personnes âgées. Ok, très bien.
Vous avez évoqué un sujet au tout début. Moi, je pensais que ça allait intéresser les participants, mais c'est la question du financement, parce que ce projet, il est venu voilà, à travers une opportunité de financement externe, on va dire. Vous pouvez nous détailler un petit peu ça? Parce qu'on sait que tous les dispositifs de participation sont à la quête de financement. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager cette piste? Bah, en fait, cet appel à projet de la Banque des territoires, ça venait consolider des projets déjà en place au sein des associations ou collectivités. Et nous, comme notre service, on menait déjà des ateliers de stage virtuels auprès des jeunes collégiens. On part directement dans les collèges de la ville pour qu'ils puissent découvrir des métiers en réalité virtuelle. Et bah, ça nous a permis aussi bah, d'acquérir un outil pour l'orientation par le biais de l'intelligence artificielle qui s'appelle Oriente-toi. Et donc, on a glissé aussi ce côté numérique intergénérationnel avec les ateliers numériques et la collecte de mémoire. Voilà. D'accord. Oui, c'était habile, oui. Et alors, Grégory, est-ce que tu peux nous dire si tu as fait de l'aide au numérique pour les personnes âgées? Parce que c'est pas évident, ça, quand même, à faire. Non, moi, non, j'ai pas fait ça. En fait, moi, je suis partie directement interviewer la personne. D'accord. Puis- Voilà. Pour certains, ils ont pu faire les ateliers Oui. d'accompagnement numérique et pour d'autres, pas forcément. Voilà. OK. Mais donc voilà, l'idée c'était de rapprocher les deux publics, jeunes et moins jeunes, et de ramener les jeunes aussi, parce que ils sont souvent sur leur téléphone et tout ça. Donc enfin, c'était un esprit de reconnexion et de partage. Très bien. Et est-ce que vous avez eu un, peut-être à la fin, ou une fois que le e-book ou le livret a été fait, un moment de rassemblement, justement, entre tous les participants? Est-ce que ça a été possible ou... Oui, donc en avril, on a fait une restitution de la collecte de mémoire. Donc, on a invité l'ensemble des jeunes à venir dans une salle qui accueille tous les jours des jeunes des personnes âgées, des clubs de personnes âgées. Donc, le lieu était symbolique, excusez-moi. Allez-y, allez-y. On est en direct, hein? Oui. Désolée. Et du coup, oui, donc les personnes âgées ont été invitées et en fait, il y avait un public, il y avait leurs proches et puis on avait invité des élus, des associations, les membres, les amis des jeunes et des seniors. Et chaque jeune a lu un passage de l'histoire d'un senior. Voilà. Donc, et puis, le livret a été remis de manière symbolique à chaque senior et à chaque jeune. D'accord. Et Grégory, est-ce que tu peux nous dire, du coup, dans ces histoires qui vous ont été transmises par les seniors, s'il y a des choses qui t'ont étonné particulièrement, ému, ou qu'est-ce que tu en as retenu? Moi, ce qui m'a ému surtout, c'est le fait que, en fait, c'était très dur à cette époque-là. Parce que, pour se doucher, par exemple, ils devaient aller chercher de l'eau de la rivière, même pour boire des fois. Et la personne s'est effondrée en larmes. Après, c'est des vieux souvenirs, donc je la comprends quand même. Ça m'avait ému, mais j'ai essayé de rester un peu professionnelle. Du coup, j'ai pas pleuré, mais enfin, ça m'avait quand même ému un peu. Et après, j'ai essayé d'en parler un peu aussi à mes grands-parents, les personnes autour de moi un peu. Et ils m'ont dit que c'était comme ça aussi avant, à leur époque aussi. Du coup, j'ai été quand même assez étonnée de dire que, en fait, c'était pas seulement pour cette personne-là, c'était pour toutes les personnes autour. Et qu'en fait, finalement, c'était récurrent, en fait, à cette époque-là. Et du coup, ça D'accord. m'avait... Bon, du coup, tu as mieux découvert la vie de tes grands-parents à travers cette expérience, alors. Oui, c'est ça, ouais. Parce que pour compléter, ce sont des seniors âgés de 65 ans à 102 ans. Ah oui, Voilà.
OK. Et donc, on a une moyenne d'âge de 80 ans. Et malheureusement, cette année, depuis le mois d'avril, on a déjà perdu deux seniors, Oui. Hmm. dont la dame qui a eu 103 ans et La doyenne. Hmm. voilà, c'est ça. Et un monsieur aussi. OK. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce que les autres participants ont une question? Des questions? On pourra y revenir après. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question. C'est Allez-y. pour savoir un peu comment ça s'était passé pour les enregistrements, enfin pour les interviews, pardon, si justement c'était enregistré ou par écrit, puis après du coup comment il y a eu le travail jusqu'à l'e-book. Du coup, pour les enregistrements, on a fait des demandes d'autorisation de captation d'images et de sons pour les seniors et aussi bien aussi pour les jeunes, mais ça c'est d'emblée, hein. Dès qu'ils rentrent dans l'instance, on demande aux parents de signer une autorisation. Mais du coup, voilà, pour les seniors, il y avait une autorisation et donc on a enregistré par l'outil numérique, hein, les téléphones portables, ce genre de choses. Et puis, si je peux me permettre de compléter aussi, c'est qu'on n'a rien diffusé. Enfin, on a aussi demandé l'autorisation des proches, parce que parfois, on a eu certains cas où il y a quelques secrets de famille qui ont été livrés, donc qui ne concernaient pas forcément que la personne elle-même. Et puis, avant de diffuser, on a donné une première lecture aux familles. D'accord. Merci. Une autre demande de précision? Ou on pourrait y revenir? Bah, merci beaucoup. Du coup, moi, j'allais demander pour les interviews, est-ce que tous les seniors ont eu les mêmes questions? Ou bien c'était au fil de l'eau que les questions se sont construites? Et deuxièmement, est-ce que les enfants, disons les jeunes, ont eu des temps de cohésion avec ces seniors-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était parti sur des thématiques différentes par trinôme et on s'est rendu compte que les personnes âgées nous menaient là où ils avaient envie de nous mener. Donc, non, il n'y a pas eu forcément de questions différentes. Enfin, chaque histoire est différente de toute façon. Donc, Et les intervieweurs eux-mêmes étaient différents. Par exemple, on a une jeune, elle, qui a fait son mémoire sur l'histoire du vêtement. Donc, ça lui tenait à cœur de poser des questions autour du vêtement. Est-ce que de la avant, mode. voilà, c'était différent la mode et actuellement, est-ce que c'est pareil? Enfin, voilà. Donc, elle a commencé à poser ce genre de questions, mais très vite, comme l'a dit ma collègue, ils allaient aussi sur des sujets qui se retrouvaient chez tous les seniors, tels que par exemple le cyclone, les intempéries, et puis les fêtes à l'époque. Est-ce que on fêtait Noël ou pas? Voilà, assister à des balles, balles la poussière du coup, ou pas du tout. Voilà. Ouais. Il y a peut-être le sujet de Noël qui est revenu régulièrement. Ouais, les festivités. Mais vraiment, les histoires sont uniques et différentes. Par exemple, les jeunes, enfin, du coup, les plus jeunes, Grégory et un autre, eux, ça les intéressait, la punition, l'école, la famille, comment ça se passait, est-ce qu'ils avaient des tâches avant d'aller à l'école. Je te laisse en parler si tu veux. Oui, on leur a demandé en fait comment ça se passait à l'école, les punitions qu'il y avait et tout. Et elle nous a dit qu'en fait, enfin, la personne qu'on a interviewée, en tout cas, elle nous a dit que elle est pas trop partie à l'école, donc elle pouvait pas trop dire ce qui se passait à l'école parce que elle a vraiment appris les bases, genre lire, écrire et à compter, mais après, elle a pas plus approfondi que ça. Et elle disait que par contre, à la maison, je me rappelle plus trop de ses punitions, mais je crois que c'était sévère en tout cas. Je pense, il me semble. C'est pas facile. Ouais. Et après, la deuxième question, c'était la cohésion entre les seniors et les jeunes, c'est bien ça? Oui, c'était pour savoir est-ce qu'en dehors des interviews, les jeunes ont eu d'autres activités avec les seniors? Alors, on a eu le jour de la restitution, on a fait un pot de l'amitié. Donc, ça nous a permis aussi de passer un moment convivial au-delà des interviews.
Ensuite, bah, pour les jeunes en mission de service civique qui étaient en habitat inclusif, bah, forcément, ils ont eu plus de liens avec les personnes âgées concernées par l'habitat inclusif. Mais on est quand même amené à revoir ces personnes-là dans d'autres cadres intergénérationnels, comme par exemple le jardinage pays. Ou très récemment, on a fait un projet sur la reconstitution de l'histoire du bâtiment actuellement au village Buis Jeunesse où on travaille. Et anciennement, c'était une école des sœurs. Donc, on les a revus aussi dans ce cadre de projet. Vie souvient. Te Voilà, souviens-tu? dans les années 1960. C'est ça. Très bien, merci. Du coup, je vous propose qu'on passe à la présentation du deuxième projet pour lequel on a les porteurs présents. Donc, pour le coup, Christeva, je crois. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je peux? Oui, oui, je vous en prie. Donc, c'est votre projet. Juste, je donne le contexte. Il s'appelle Notre jeunesse a du talent. C'est bien ça. Vous, vous êtes, on change un peu de Oui, territoire puisqu'on arrive dans l'Essonne, à Évry. oui, exactement. Voilà. Et ben, je vous laisse le présenter en détail. D'accord, merci. Donc, notre projet, notre jeunesse a du talent, est né en 2023, l'été 2023, juste après les émeutes. Donc, tous les étés, depuis bientôt 6 ans, on bénéficie de ce qu'on appelle quartier d'été. Donc, c'est un dispositif de la préfecture qui permet de mettre en place des activités en direction des jeunes et des familles pour permettre aux habitants de passer des vacances apprenantes avec accès aux loisirs, mais aussi dans notre format, accès à des activités de réflexion. Donc, avec les émeutes, il y a eu beaucoup de peur au niveau des familles, au niveau des jeunes. Il y a eu de la colère. Donc, du coup, pour pouvoir répondre aux questions des jeunes, parce qu'ils avaient beaucoup de questions, ils étaient beaucoup dans les émotions, on a voulu leur donner un panel, un espace pour pouvoir s'exprimer. Donc, pour cela, on a commencé avec des ateliers de libération de la parole, des ateliers d'écriture. On a fait une lettre à Naël, une lettre aux policiers. Il y a eu aussi des rencontres avec la police nationale, la police municipale, pour permettre aux jeunes et à la police d'échanger sur la situation qui s'est passée, mais aussi en général sur ce que les jeunes reprochaient à la police et aussi ce que la police pouvait voir dans le comportement des jeunes. Parce que nous, les ateliers police jeunes, c'est pour croiser les regards entre les policiers et les jeunes pour pouvoir aussi déconstruire les préjugés, les idées reçues sur ce qu'est un policier, ce qu'est la police, ce qu'est un jeune et ce qu'est la jeunesse. Parce qu'on ne doit pas confondre le corps de métier et le professionnel. On ne doit pas non plus confondre la jeunesse et le jeune. Non. Après avoir fait tous ces ateliers sur la libération de la parole, aller au tribunal pour participer aux audiences, faire des sorties de loisirs pour pouvoir permettre aux jeunes de sortir du quartier, après avoir aussi identifié quels sont les problèmes qui ont conduit à ces émeutes-là. Entre autres, il y a eu les réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé autour des challenges, des soulèvements, des jeunes qui se disaient on fait ci, on fait ça, et tout le monde partait. On s'est dit pourquoi pas permettre à ces jeunes-là de s'exprimer autrement. Oui, on va revendiquer, on va montrer notre colère, mais qu'est-ce qu'on peut proposer pour pouvoir apporter du changement? Comment est-ce que les jeunes peuvent être acteurs dans la société? Voilà pourquoi on a fait ce concours d'éloquence autour des émeutes 2023. Les jeunes proposent des solutions pour éviter d'éventuelles émeutes. Et donc, dans ce livret, on va commencer d'abord par des témoignages de résilience, des témoignages d'engagement et des témoignages de relève. Donc, pour encourager les jeunes, et on passe à notre concours d'éloquence où les jeunes ont proposé des solutions. Donc, des solutions déjà sur le plan, ils ont montré les conséquences sur le plan environnemental, le plan économique et social des émeutes, et ensuite proposer des solutions.
ce qui s'est passé, c'est qu'une année après, on s'est dit, les jeunes sont apaisés, on a dépassé les émotions. Est-ce que si on leur pose la question, ils vont nous donner les mêmes réponses ou bien ils auront d'autres choses à rajouter? D'où la suite de ce concours d'éloquence avec d'autres jeunes, mais cette fois-ci en se basant sur les textes des jeunes qui ont concouru en 2023. Voilà un peu. Merci pour ce projet, un bien différent. C'est ça qui est fabuleux dans la participation des enfants et des jeunes, c'est qu'il y a une diversité d'initiatives. Est-ce qu'il y a des questions des participants, demandes de précision? Oui, moi, N'hésitez pas. j'aimerais une précision, Christeva. Quand vous dites que les jeunes ont proposé des solutions, est-ce que c'est des solutions plutôt de choses à mettre en place ou plutôt des solutions ou des pistes de loi, par exemple, ou des solutions à proposer à des décideurs? Les solutions que les jeunes ont proposées sont assez diverses, hein, aux décideurs, mais aussi aux parents et à d'autres jeunes. Je vais prendre par exemple l'exemple des jeunes qui ont demandé une réinstauration de la police de proximité, des jeunes qui ont demandé plus d'espace pour les jeunes, où les jeunes peuvent se rencontrer, peuvent passer du temps, parce que dès qu'on dépasse un peu l'âge bon, je vais prendre 14 ans, les jeunes manquent un peu d'espace pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir passer du temps. Pour pouvoir pallier à cela, ils vont occuper l'espace public, parfois occuper les halls d'immeubles, et du coup, ils demandent qu'ils aient d'autres endroits pour pouvoir passer du temps. Donc, ils ont aussi proposé que, au lieu de s'arrêter à la sensibilisation dans les écoles ou bien dans les associations, si ces sensibilisations ne pouvaient pas se faire dans les quartiers, parce que en disant que la majorité des jeunes qui étaient impliqués dans les émeutes sont déscolarisés. Ça, c'est la parole des jeunes, hein. Je vous retranscris la parole des jeunes si vous avez eu le temps de voir notre livret. Donc, vous allez voir un peu partout les propositions des jeunes écrites à la main avec leur écriture. Donc, les propositions vont aussi à l'endroit des parents pour dire que c'est quelque part aux parents d'inculquer des savoir-être aux enfants, de pouvoir prendre le temps de discuter avec les enfants. Voilà. Et aussi, au niveau des jeunes, ils ont expliqué que lorsqu'on détruit pendant les émeutes, ce n'est pas la police qui paye, ce sont nos parents qui payent, ce sont nos impôts qui payent, et c'est notre environnement qui est détruit. Lorsqu'on va brûler les poubelles, on va brûler une voiture, casser une voiture, c'est la voiture du voisin. Le voisin, c'est le père de mon ami. Cette voiture, il l'utilise pour aller au travail. Donc, voilà un peu. Combien de jeunes ont pu participer du coup au concours d'éloquence? Donc pour le concours d'éloquence, on a eu 20 textes de jeunes et il y a 18 jeunes qui ont concouru. Mais il y a eu 20 textes écrits. Et pour l'après, une année après, on a eu une vingtaine de propositions aussi écrites. Peut-être que vous l'aviez dit au début, j'ai oublié, mais comment vous avez mobilisé les jeunes, les 20, 18 ou 20 jeunes? La mobilisation des jeunes, c'était pour les quartiers d'été. Comme j'ai dit au début, nous bénéficions de la subvention quartier d'été qui nous permet de mettre en place des activités en direction des familles et des jeunes. Donc, on a des activités de réflexion, on a des activités de loisirs aussi. Donc, l'été, je prends l'exemple pour rester sur l'été 2023, on a eu au moins 70 jeunes qui ont participé à l'ensemble des activités. Et donc, du coup, pour le concours d'éloquence, il y a eu les 20 qui ont écrit, mais on en a aussi qui ont fait la restitution des activités d'été qui étaient autour des thématiques. On avait le développement durable, on avait la culture et les loisirs, on avait quoi d'autre? Si je ne me trompe pas, elles sont là les thématiques. Donc, on avait la connaissance des dispositifs de droit commun, on avait l'entrepreneuriat et la mobilité, le développement de l'esprit critique, la parentalité et l'entraide.
Du coup, le concours d'éloquence, c'était de l'écrit, hein? C'était pas une prise de parole à un moment. Si, 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 si. Oui. Nous, Ah, quand on travaille sur le développement de l'esprit critique, on va privilégier la prise de parole en public. Pourquoi? Parce que la parole est un marqueur social. On dit toujours aux jeunes, ta façon de parler déterminera d'où tu viens et qu'est-ce que tu es capable de produire. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter qu'à l'écrit parce qu'avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout le monde peut écrire. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de parler? Tout le monde a la capacité de valoriser ses idées? Et je dis aux jeunes que moi, j'ai eu la chance, j'ai étudié en Afrique du Sud où je parlais beaucoup. Les cours, les devoirs, on le faisait beaucoup à l'oral. Et quand je suis venue en France, je n'ai pas eu cette difficulté-là avec la prise de parole. Et à l'université, c'était pareil. Mais les jeunes n'ont pas tous cette facilité-là. D'où on encourage la prise de parole en public avec les concours. Donc il y a eu la phase de réflexion et déjà la phase de libération de parole avec les ateliers, les rencontres, les sorties. Puis il y a eu une phase d'écriture et une phase de préparation pour pouvoir faire le concours d'éloquence. Ce qui est important pour nous à travers ce concours d'éloquence aussi, c'est de permettre aux jeunes qui viennent des filières professionnelles. Parce que ceux qui viennent des filières générales ont plus ou moins un peu plus de facilité de prendre la parole, alors que ceux qui viennent des filières professionnelles, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est aussi une façon pour dire que l'éloquence n'est pas l'apanage d'une certaine classe sociale. On peut tous être éloquents si on se donne les capacités. Et c'est aussi un moyen pour encourager la lecture. Encourager la lecture pour pouvoir enrichir le vocabulaire et lutter contre des je sais pas, voilà, un peu des expressions qui décrédibilisent nos jeunes. Est-ce que les jeunes, ils vous ont fait un retour sur ce que ça leur a apporté de participer à un tel projet? Oui, 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 les jeunes, on peut déjà à la fin du concours d'éloquence, on a toujours eu ceux qui pleurent parce qu'ils se croyaient pas capables déjà de faire cela et aussi par rapport à leurs études, ils nous disent être un peu plus à l'aise maintenant pour pouvoir prendre la parole que ce soit en classe et pour ceux qui préparent leurs oraux. Donc c'est comme ça aussi qu'on les encourage à participer en prenant, en leur parlant de l'impact que cela peut avoir sur leurs études. Donc dans ce cadre-là, oui, on a eu des retours et ils sont contents, si je peux dire ça, d'avoir donné cette chance-là de pouvoir participer à ce genre d'activité. Parce qu'après, je dois quand même dire qu'il faut beaucoup d'encouragement. Il faut beaucoup d'encouragement pour dire que tu peux le faire, ce n'est pas réservé qu'aux autres, tu as les capacités de le faire, vas-y, on va répéter. Et les jeunes, dès qu'ils se lancent, ils ont cette facilité parfois d'écrire, mais de parler, c'est un peu plus difficile. Mais quand ils se lancent, même les dimanches, ils sont là, ils vont rester toute la journée pour pouvoir apprendre leur texte et ils sont accompagnés. On ne le fait pas tout seul, ils sont accompagnés par des spécialistes de prise de parole en public. Très bien. Et est-ce que vous avez noté une différence justement dans leurs propos, dans ce qu'ils avaient envie de porter, entre les premiers et ceux qui ont fait le même exercice un an après? Oui, il y a eu une différence parce que ceux qui ont fait en premier, c'était euh, un recueil d'informations à chaud et ceux qui ont fait après, il y avait un peu plus de recul, un peu plus de recul et il y avait un peu plus d'informations aussi parce qu'ils ont pu quand même parler par exemple de la place des plus grands dans ces mouvements-là et qu'il était important qu'ils s'impliquent pour pouvoir pas donner l'exemple, mais pour pouvoir montrer aux plus jeunes le parcours qu'ils ont suivi, qui n'a pas forcément donné de résultats. Il y a eu vraiment, à ce que j'ai lu tout ce qu'ils ont produit, il y a quand même une différence. Ils ont pu ajouter sur ce qui était déjà fait, ils ont pu approuver aussi ce qui était déjà dit par les autres. D'accord. Après, c'est un autre public, hein, donc en gros, c'était pour nous important de différencier les jeunes qui ont participé sur les deux tours.
D'accord. D'autres questions des participants? Je vous la parole en priorité, mais moi j'ai encore une autre question pour le coup. Comment ça s'est passé ce temps de rencontre et de débat entre les jeunes et la police dans un contexte assez tendu, on va dire? Voilà, comment ils l'ont pris, aussi bien les jeunes que les policiers. Qu'est-ce que ça a amené? Déjà, premièrement, quand on commence les ateliers, on essaie de poser le cadre. Donc, on se parle avec respect. On a le droit de donner son avis, mais aussi de respecter celui de l'autre. Et donc, du coup, on n'a vraiment pas eu de problème. Il y a eu de la colère, c'est vrai, mais les jeunes ont su parler, ont su rester dans à leur place et parler correctement avec la police. Et il faut quand même dire que je souligne quelque chose. Les jeunes, quand ils sont entre eux, avec leur groupe d'amis, ils réagissent différemment que quand ils sont en dehors de leur cercle. On a quand même reçu des jeunes de 10 villes différentes de l'Essonne et ça s'est très très bien passé. Ils avaient des questions, ils ont posé énormément. Il y a des ateliers qui ont duré plus de 3 heures parce qu'ils voulaient savoir pourquoi si, mais pourquoi pas ça, c'est injuste. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé toutes ces lettres-là. La lettre à Naël, la lettre au policier, je sais pas, j'ai tout gardé. Je me dis peut-être qu'un jour, je pourrais ressortir ça. Oui, oui, je C'était pense que important de laisser parler. d'accord, merci. Bah, c'est un très beau projet en tout cas. Euh, pour creuser un peu sur les deux projets, moi j'aurais envie de vous demander si vous pouvez nous partager une difficulté particulière que vous avez eue à un moment, parce qu'on imagine que monter de tels projets, c'est pas évident, et comment vous avez pu le surmonter. Peut-être. Donc, Ouais, excuse-moi, je vais non, repasser non, allez-y, allez-y. à Saint-Joseph pour qu'on passe d'un projet à l'autre. Vous êtes encore avec nous? Oui, oui, je suis là, oui. Donc, la première difficulté, je vais dire, c'est de mettre en confiance les jeunes. Parce que les jeunes sont beaucoup dans l'autocensure. Ils ne se sentent pas parfois légitimes pour, pour aborder, pas aborder le sujet en tant que tel, mais pour pouvoir participer à une activité comme un concours d'éloquence. Donc il y a il y a cette restriction-là, ce côté où je ne me sens pas légitime d'eux. Donc il y a beaucoup de travail de mise en confiance des jeunes. Et après, non, ça va. Dès qu'ils s'engagent, ça c'est la plus grande difficulté qu'on puisse avoir. C'est la légitimité des jeunes, l'autocensure. Ils sont dans cette posture-là, mais après, avec beaucoup de redynamisation, de mobilisation du jeune pour le mettre en confiance, tout se passe bien. Et D'accord. après, là, il y a un peu la contrainte de temps parce que tout ça là, la première partie, ça s'est fait en 2 mois. Ah oui, Ouais. un peu dans l'urgence, hein. Ouais. Même si on a tout au long de l'année, on a des ateliers hein, tout au long de l'année, mais le contexte même des émeutes, c'était la période de juin. Voilà. Oui, tout à fait. OK. Joseph, je demandais si voilà, vous pouviez nous partager une difficulté que vous avez rencontrée dans votre projet et comment vous l'avez gérée, comment vous l'avez surmontée, si vous voulez bien. Alors, Oui, pour nous, la plus grosse difficulté, ça a été le travail de retranscription qui a été long. Et puis, ben, nous, comme on parle créole et que ben, les personnes âgées parlent principalement le créole, on a dû se mettre d'accord si on faisait la retranscription en créole ou en français. Donc, on a dit que en fait, pour nous aussi, le créole, c'est plus une langue parlée. Donc, pour la lecture, c'est un peu plus compliqué, c'est moins fluide. Donc, on a fait le choix de faire la retranscription en français, mais on a quand même gardé quelques expressions créoles bah, qui ont été dites par les seniors. Et puis, bah, ça a été bah, le travail de correction. Et puis, bah, parce que
Question. Les jeunes ont retranscrit, donc parfois il fallait reformuler les phrases. Donc ça a été un travail compliqué et même avec 10 relecteurs, 10 lecteurs, et ben on a quand même eu des fautes. Mm. Mais bon, c'est pas faute d'avoir essayé de faire sans faute, mais bon, il y a eu quand même des fautes. Bon, Notre principale difficulté, voilà, Mm. c'était ça. très bien, merci. Bah, du coup, petite question aux autres participants quand même. Est-ce que ces projets bah, font écho vous-même à ce que vous menez dans vos territoires, à des difficultés que vous avez rencontrées ou au contraire à des projets sur des sujets similaires ou un peu différents, mais voilà, que ça vous évoque aussi et que vous voudriez partager? Allez, un petit échange, un petit partage. Non? Mm. Moi, j'ai un projet qui fait écho au projet qui a été présenté par Christeva. Alors, c'est un projet qui est porté dans notre région par l'Union régionale Habitat Jeune, mais on participe, on coporte le projet avec eux. C'est un Parlement libre des jeunes. En fait, ça fait écho un peu à quand Christeva disait on laisse les jeunes s'exprimer et penser des solutions. Et ben, nous, c'est ce qu'on fait sur un week-end avec des 18-30 ans. On propose aux jeunes d'exprimer leurs rêves, leur colère et ensuite d'essayer de trouver des projets, des solutions que peuvent mettre en place par la suite. Donc, c'est à la fois un espace qui libère la parole et qui permet de faire en sorte que les jeunes se rendent compte que malgré des parcours différents, puisque c'est ouvert à tous les jeunes, malgré des parcours différents, on peut avoir des rêves et des colères qui se ressemblent et qui nous rassemblent après. Et puis surtout de leur redonner après du pouvoir d'agir et de dire bah, malgré qu'on ait ces rêves, ces colères, et bah oui, on a des idées pour la suite, pour les mettre en place. Et donc l'étape supplémentaire, et ça, nous on aimerait pouvoir accompagner des projets issus des parlements libres des jeunes, c'est un peu la suite, c'est faire discuter des jeunes sur les projets, on arrive à les mobiliser et puis après, bah, c'est toujours cette difficulté de les engager sur du plus long terme, voilà, de les laisser mener leur projet. Très bien. Merci pour ce témoignage. Un autre partage de réflexion, d'expérience, ou ce que ces projets peuvent vous donner comme idée aussi dans vos territoires? Bah, nous, Si. cet été, on a eu la chance d'avoir de plus jeunes. Et donc, du coup, on prévoit de les faire travailler avec des seniors aussi. Donc, du coup, c'est un peu pour tisser les liens intergénérationnels, mais au-delà de ça, que les plus jeunes demandent aux plus vieux ce qu'ils auraient voulu changer, par exemple, quel est le conseil qu'ils pourraient leur donner, mais aussi passer des temps ensemble. Au-delà de la discussion, faire des petits ateliers de jeux, des trucs comme ça. Mais c'est en réflexion. Donc, du coup, voilà pourquoi je posais la question de savoir si au-delà des interviews, ils ont eu d'autres activités. D'accord. Oui, on a pas mal de... Enfin, tous les ans au Prix Anna-Sèche, on a des projets intergénérationnels qui sont proposés, souvent avec des choses intéressantes. C'est c'est une thématique qui inspire souvent les enfants et les jeunes et ça produit souvent des belles choses. Euh, Ça, c'est encore à l'état de projet chez vous. Est-ce que, du coup, Saint-Joseph, est-ce que vous aviez déjà travaillé sur l'intergénérationnel, comme vous l'avez fait là, avec ce projet Histoires longtemps? Et qu'est-ce que ça produit chez les enfants et les jeunes? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça? Histoires longtemps, c'était vraiment la première édition Ok, d'une d'une action intergénérationnelle.
Après, on a d'autres projets liés à l'intergénérationnel. Par exemple, dans la cour de notre service, on a Jardinage Pays, donc qui est un projet intergénérationnel entre justement les jeunes de notre instance et des seniors des associations, où l'idée, c'est toujours, comme pour Histoires Longtemps, c'est faire de l'échange, l'échange entre jeunes et moins jeunes, Et puis, vie et souvient. puis se rencontrer. Et puis aussi, là, pour les Journées européennes du patrimoine, on a eu Vie souvient, comme je vous ai dit, c'était l'idée de reconstituer l'histoire du bâtiment qui était une ancienne école tenue par les sœurs. Et Oui. l'idée, c'était de faire une exposition. Donc les jeunes ont rencontré des anciens élèves, l'ancienne directrice de l'école pour mettre en place l'exposition. Et après, niveau Un ancien cours communal, aussi. Un il y a ancien cours de morale et de... ah oui, et puis l'école actuelle, parce que donc l'école Sainte-Anne s'est déportée ailleurs, et donc les élèves de l'école ont préparé deux leçons qui étaient enseignées autrefois, donc leçon de morale et leçon de calcul. Ah oui. Et ils ont pris la place d'enseignants et d'élèves, ils ont un peu joué sur les punitions d'antan, ce genre de choses. Ah, Et ils ont fait des recherches sur les règlements d'avant, ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Donc oui, sur ce projet, on a eu l'école, enfin une classe de CM2 de l'école, les anciens élèves et la directrice, et puis bon, les officiels. Voilà. Et puis aussi des citoyens hein, de la ville qui nous ont partagé des photos d'antan et les photos, voilà, et on a pu confronter du coup au travers d'une vidéo le avant, maintenant. d'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, demande des participants, réaction? Après, j'aimerais bien ajouter quelque chose dans des activités intergénérationnelles. Nous, à l'association, on a un groupe des pairs. Donc, ce sont des papas de tout âge, pères, futurs pères et grands-parents, qui se retrouvent pour pouvoir échanger les expériences, se soutenir, parler de parentalité, mais Ouais. voilà. Donc, ils viennent aussi en soutien aux mamans en situation de monoparentalité pour apporter un peu cette figure pas paternelle, mais au moins ça, pour lorsque la maman a un garçon et ne sait pas comment communiquer avec. Donc avec ses papas, on a ce qu'on appelle la parentalité inversée. Donc c'est le regard de la parentalité vue par les jeunes. Donc on fait aussi des activités, des rencontres comme ça entre jeunes et pères du groupe des pères. Sur 2 ans, on a fait une activité un père, un jeune. Donc c'est un père on va organiser une journée avec plein d'activités différentes et où un père se mettra avec un jeune qui n'est pas son enfant. Hmm. Donc voilà, pour rajouter un peu sur Ouais. Merci, ouais. l'intergénérationnalité. Très bien. Bon, bah, faudra qu'on se retrouve pour creuser tous ces sujets alors, encore. Bon, bah, merci à vous pour ces témoignages très intéressants. Alors, on salue quand même, même s'ils n'ont pas pu venir, normalement, on avait le conseil départemental du Val-de-Marne qui a été récompensé pour un projet de conseil des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance et particulièrement d'un projet qu'ils ont monté avec eux, de témoignages. Malheureusement, ils devaient être là, mais malheureusement, ils n'ont pas, ils ont eu un empêchement. C'est l'occasion pour nous de vous signaler aussi que tous les projets primés sont présentés sur notre site internet, ANASEJ, voilà, facile à retrouver. Et pour nos adhérents, il y a accès à tous les projets qui sont présentés au prix ANASEJ depuis plusieurs années. Donc, c'est aussi une banque de ressources hein, pour vous inspirer. Et pour finir, bah, vous évoquez nos prochains rendez-vous, peut-être. Le prochain, donc la prochaine rencontre Anna Sèche, bonjour.
qui aura lieu du coup le 4 novembre aux mêmes heures qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à 15 heures. Et donc là, on accueillera, ça sera un peu différent pour le coup, on accueillera la CNAF, donc la Caisse nationale d'allocation familiale, pour venir un peu nous parler des aides, de support financier notamment pour bah, nos adhérents, en tout cas pour les collectivités territoriales, sur justement les sujets de la participation enfance-jeunesse. Donc voilà, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et pour recevoir toutes ces informations. Et le site peut-être, Et objectif. pour finir, ouais, vous évoquez notre dernière nouveauté, un site ressources qu'on a lancé pour préparer les élections municipales de l'année prochaine, mais ça sera valable aussi pour les autres élections à venir, présidentielles et en 2028 départementales et régionales. Un site qui s'appelle Objectif Citoyenneté Enfance Jeunesse. Tout est présenté sur notre site internet anasèche.fr, qui est plus facile à mémoriser comme URL. Allez découvrir ça, c'est un partage d'une dizaine de partenaires nationaux sur les enjeux et les besoins des jeunes aujourd'hui. Et après, on présente sur 8 thématiques plein de solutions qui sont mises en œuvre dans les territoires, sur le terrain. Voilà. Et tout ça est destiné à forger les convictions et à donner envie aux citoyens, aux aspirants élus ou élus actuels qui veulent repartir, de porter des politiques enfance-jeunesse ambitieuses, tout simplement. Et c'est un vaste projet. Voilà, on vous invite à le découvrir et à le faire connaître. Et c'est fini pour aujourd'hui. Donc on vous remercie beaucoup et Pour on vous votre dit participation. Et puis oui, voilà, on vous souhaite bah, une très bonne, un très bon après-midi, ça dépend. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on est là et à bientôt, on espère.